Bonjour Valérie, je suis Florence Martinez, directrice commerciale adjointe de chez Youpi. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Valérie Alcala, qui est coach professionnelle, formatrice, intervenante sur des sujets QVT et sophrologue, qui va nous parler du retour au bureau. Donc, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que Valérie vous répondra. Voilà. Je vous souhaite un excellent atelier. Valérie, à toi la parole. Ok, bonjour à toutes. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Donc, partager, on y va. Un petit temps de décalage, mais ça devrait ne pas tarder. Ne pas tarder. Hop, on se met. Hop, voilà. Donc, retour au bureau, comment s'y préparer? Effectivement, on a vécu une période un petit peu particulière avec le confinement. Pour certains d'entre vous, vous avez été 100% en télétravail. Pour d'autres, vous avez peut-être continué à travailler sur site. Alors, on peut dire que ça n'a pas toujours été facile. L'école à la maison, partager son espace de travail avec ses enfants, son conjoint, sa famille, etc. Ou peut-être vous l'avez vécu tout seul, le confinement. Voir les autres en visio, peur d'attraper la maladie, peur de propager le virus, les infos alarmantes qu'on devait entendre régulièrement, les injonctions paradoxales, enfin tout ça, les annonces gouvernementales qui étaient souvent assez plombantes. Tout ça a fait que chacun a vécu cette période de façon assez difficile, mais il y a eu aussi de bons moments, j'imagine, puisque il y a eu aussi, il faut quand même se rendre à l'évidence, porter des crocs toute la journée ou des tongs ou ne pas s'habiller pour être en représentation tous les jours, ça peut être assez sympa, les apéros en visio, pourquoi pas les séances, les siestes à 13h30 alors qu'on n'a pas l'habitude forcément d'en faire quand on est au bureau, les séances de torture, enfin non pardon, de sport devant YouTube, enfin voilà, on a tous vécu des choses comme ça et on s'en souviendra certainement longtemps. Voilà, alors chacun effectivement a vécu ça. Alors ce que je vous propose pour ce webinaire, ce sont les objectifs suivants. On va essayer de voir comment acquérir les moyens de se reconnecter aux autres, aux collègues, aux managers, parce que c'est vrai que ça a été une période aussi où on a peut-être perdu un peu le lien avec nos collègues. On ne s'est pas forcément tous appelés, la machine à café n'était plus là pour nous reconnecter de façon informelle. Tout ça dans le but de redonner du sens aux liens, formels ou informels, dans le but de reprendre un travail collaboratif, même quel que soit le mode de travail que l'on reprend, que ça soit en télétravail ou en présentiel. Ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que le lien est important. On verra aussi comment, assez rapidement, faire face aux émotions difficiles, comment le stress, l'anxiété contextuelle, parce qu'on est quand même encore dans cette période où on nous dit encore de façon très forte que le virus est toujours là. Comment activer nos ressources intérieures pour vivre plus sereinement cette période post-confinement en adoptant une attitude quand même plutôt positive. Et puis, enfin, on verra comment retrouver un nouvel équilibre vie pro, vie perso, en accord avec ses valeurs et ses aspirations. Et pour ça, Florence vous a envoyé par mail un document de travail. Donc, vous pourrez l'imprimer pour ceux qui peuvent l'imprimer, ou vous pourrez à un moment donné en tout cas le regarder et travailler sur ce document de travail. On n'aura pas le temps, effectivement, de le faire en direct, mais quoi qu'il en soit, ça sera pour vous l'occasion, peut-être un outil de réflexion que vous pourrez faire en amont, en aval, pardon, de ce webinaire. Juste une petite précision, là, Valérie, parce que je vois les messages. En fait, il y a des personnes qui ont repris le travail physiquement, mais d'autres qui ne l'ont pas encore repris. Enfin, j'entends par là reprendre le travail sur le lieu de travail. Sur le lieu de travail, oui, tout à fait. On a plusieurs configurations aujourd'hui, oui. Ok, ben de toute façon, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les objectifs sont à la fois de reprendre un travail collaboratif, que ce soit en présentiel ou que ce soit en distanciel. Donc, puisque quand on est en présentiel, c'est vrai que on a la possibilité de se voir, mais il faut savoir aussi que dans beaucoup d'entreprises, et c'est peut-être le cas dans les vôtres d'entreprises, le travail en présentiel a repris, mais pour autant, les espaces de convivialité sont fermés. On a moins la machine à café, on n'a peut-être plus les restaurants interentreprises ou restaurants d'entreprise. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, parce que j'interviens quand même beaucoup en entreprise. Je vois qu'effectivement, les espaces de convivialité ne sont pas encore ouverts parce qu'il y a cette obligation de respecter les distanciations sociales.
Donc, alors déjà se poser la question, c'est important de se poser la question de comment je me sens. Qu'est-ce que je ressens? Quel est le sentiment en fait que je ressens aujourd'hui après cette période de confinement dans la perspective d'un retour au bureau ou pour ceux qui sont déjà retournés au bureau, comment vous vous sentez dans cette ambiance qui est probablement un peu particulière du retour au bureau ou comment vous vous sentez à l'idée de reprendre le travail au bureau? Voilà, je vous ai mis quelques exemples de sentiments. Vous pouvez vous sentir dépassé, peut-être sans élan, peut-être inquiet, anxieux, nerveux, crispé ou au contraire serein, en confiance, rassuré, etc. C'est important simplement de vous poser la question, on s'en servira un petit peu après. Est-ce que certains peuvent partager sur le chat quel est leur sentiment aujourd'hui, là, hein, en ce moment, là, dans cette période que l'on vit? Et si Florence, tu as quelques retours de personnes qui veulent partager, n'hésite pas. Complètement. On a Gabriella là qui est en train d'écrire. Je vais te dire très rapidement ce que Gabriella nous dit. Ouais. Alors, on va regarder. J'attends que les retours arrivent et puis je te les... Tu m'interromps, il n'y a pas de problème. Donc alors, on a Quentin qui nous dit que ça le démotive, Gabriella qui se sent plutôt anxieuse et en même temps en confiance, donc un sentiment un peu paradoxal. Bien sûr. On a Manol qui nous dit pas envie. Donc c'est vrai que tout le monde a l'air assez partagé finalement. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on voit. Et Daniel qui nous dit sans élan. Sans élan, ouais. C'est vrai que ça a cassé pour certains la dynamique, ouais. C'est ça. Alors, c'est vrai que effectivement, c'est un peu l'image de ce qu'on trouve aujourd'hui, de ce qu'on retrouve aujourd'hui chez l'ensemble des salariés, c'est-à-dire à la fois des sentiments qui peuvent être partagés, hein, aussi partagés et aussi dans la polarité que anxieux et en confiance. On peut être effectivement dans ces polarités-là et il faut juste être en conscience de ça et le ressentir. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de salariés qui sont un peu démotivés, un peu sans élan. C'est vrai que c'est difficile. On a été coupé justement dans notre élan par le confinement, brutalement par ce qu'on a un épisode inédit, hein, jamais vécu jusque-là, en tout cas, voilà, à l'âge que l'on a, plus ou moins, on n'a jamais vécu un épisode comme ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a coupé dans notre élan et c'est important de se demander quel est notre sentiment parce que vous verrez, on va s'en servir. Ouais, on a aussi Mylène là, qui nous a répondu qu'effectivement, et ça illustre, hein, elle est retournée au bureau, mais finalement, elle est à la fois en confiance et à la fois, malgré tout, anxieuse. Et oui, bien sûr, hein, voilà, c'est ça, c'est des sentiments partagés. Donc, c'est important de le percevoir, de le ressentir et d'être conscient de ces sentiments-là. Alors, juste un retour par rapport à cette période un peu extraordinaire. Le confinement a eu un impact véritablement tellement important que imaginez que tout va redevenir normal et comme avant surtout, est complètement illusoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les managers doivent avoir conscience, c'est qu'on ne peut pas revenir comme avant. Et suivant la manière dont la crise a été vécue, eh bien, le retour au bureau sera différent. Ça n'a pas été vécu de la même manière pour tout le monde. Certains ont vécu le confinement tout seul, peut-être même isolés, peut-être même dans une solitude profonde. Certains ont vécu le confinement au contraire avec leurs enfants, l'école à la maison, comme je disais tout à l'heure, le conjoint peut-être aussi à la maison, etc. Et ça a été difficile. Peut-être que certains ont eu des proches qui ont été malades. Peut-être que certains ont été malades eux-mêmes. Donc, peut-être même qu'il y a eu des décès, enfin tout ça a certainement été vécu de façon très différente et suivant la manière dont ça a été vécu, eh bien le retour au bureau évidemment sera différent et chaque manager doit en avoir conscience également hein, quand il va récupérer son équipe et même vous, si vous n'êtes pas manager, vous avez aussi à prendre en considération les différentes manières dont vos collègues ont été impactés par cette crise. Alors, des difficultés relationnelles ont pu se produire, hein, qui sont dues à un contexte de crise. Évidemment, les malentendus sont beaucoup plus difficiles à résoudre quand c'est à distance. Autant on va aller se voir et se parler quand on est dans les mêmes locaux, autant prendre son téléphone, c'est difficile. Se voir en visio avec d'autres personnes, c'est pas évident. Et puis même, vous savez à quel point l'écrit, hein, le mail ou le chat ou les SMS peuvent être source de malentendus. Et puis, il ne faut pas non plus voir que le négatif. Il y a aussi eu de belles expériences. Il y a peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles bonnes habitudes que vous avez prises pendant ce confinement et que vous avez certainement aussi peut-être envie de conserver. Hein, le fait peut-être de sortir, de faire du sport, de faire la sieste, de ce lien peut-être que vous avez eu particulier avec votre conjoint ou vos enfants. Tout ça, ce sont peut-être de bonnes habitudes que vous avez prises et que vous avez envie de conserver.
Alors, première partie de ce webinaire, l'importance du lien social. Alors, comment créer ou recréer des relations de qualité? Les relations de qualité, c'est déjà être à l'écoute de soi. Je vous ai demandé tout à l'heure quelque part de prendre votre météo intérieure et de voir quels étaient vos sentiments, parce que être à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute de ses besoins fondamentaux et également des besoins de l'autre. Bien souvent, on est à l'écoute de soi, nos besoins, mais on n'est pas forcément à l'écoute des besoins de l'autre, et vraiment être dans cette espèce de circularité comme ça, j'entends ton besoin et je suis en même temps à l'écoute du mien, va améliorer la communication et va permettre la coopération et la collaboration. Alors, je vais développer. Hein. Il faut savoir qu'un dialogue sincère, authentique, respectueux s'instaure et permet d'écouter l'autre avec ouverture. C'est-à-dire qu'en communiquant de façon bienveillante, on se réapproprie la confiance, les ressources intérieures qui sont nécessaires pour agir sur notre environnement et reprendre le pouvoir sur nos vies. Alors, comment fait-on pour ça? Eh bien, il faut savoir que l'homme est un animal social, on a besoin d'interagir et de se connecter à soi, mais également à l'autre. Et la clé d'un lien de qualité, c'est-à-dire pour retrouver un lien de qualité, pour retrouver une bonne communication, eh bien, on va avoir besoin de 3 composantes. À la fois, la première composante, ça va être, et c'est la clé, l'empathie pour soi. C'est-à-dire, je vais d'abord savoir de quoi j'ai besoin. Tout à l'heure, je vous ai dit, écouter ces besoins fondamentaux, c'est de quoi j'ai besoin et je vais m'écouter avec empathie. La deuxième composante, ça va être l'écoute empathique de l'autre et l'expression authentique. Alors, on va les passer en revue. L'empathie pour soi, je vous ai dit, c'est la clé de la relation. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce qui se passe déjà en vous, si vous ne clarifiez pas ce qui se passe en vous, vous allez avoir du mal à vous exprimer, vous allez vous exprimer vis-à-vis de l'autre sous forme de reproches, de remarques, quelquefois désagréables. Pour envisager le dialogue et pour éviter que le dialogue se coupe, il va falloir que vous sachiez ce qui est clair chez vous, ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que vous allez exprimer à l'autre ce qui est vraiment important, sans reproche ni jugement. Je prends un exemple. Si vous avez envie de dire à votre manager, si vous pensez par exemple qu'il y a eu trop de réunions longues en visio qui n'arrêtaient pas, je prends un exemple, hein, ça peut être, voilà. Donc vous pouvez avoir envie de dire à votre manager, ouais, moi les réunions en visio, vraiment, il y en avait trop, tout le monde prenait la parole, écouter les autres pendant des heures, pour moi c'était un enfer parce que mon conjoint continuait à travailler sur site, moi j'avais mes 4 enfants à la maison, donc les réunions qui n'en terminaient pas le matin, c'était absolument insupportable. Voilà. Donc évidemment, si vous vous adressez de cette manière-là à votre manager, même si c'est ça la réalité, quoi qu'il en soit, ça va être pris sous forme de reproches, de remarques désagréables, de jugements, etc. Et ça risque de couper le dialogue avec lui. Si vous prenez le temps de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie que mon manager comprenne? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie que l'autre, hein, ça peut être aussi avec un collègue de travail, qu'est-ce que j'ai vraiment envie que l'autre comprenne? Eh bien, ce que j'ai vraiment envie que l'autre comprenne, c'est que pendant cette période, j'avais un besoin d'efficacité. J'avais un besoin de compréhension de mon rythme personnel, hein, parce que j'avais 4 enfants à la maison. Il fallait que je m'en occupe. J'étais toute seule à m'en occuper. Il fallait que je télétravaille en même temps. Et j'aurais souhaité des réunions peut-être plus courtes, des réunions en visio, des one-to-one, des moments un peu particuliers. J'aurais aimé que mon manager comprenne ce besoin-là. À partir du moment où vous allez lui exprimer sous forme de besoin, ça va être complètement différent. Lorsque j'ai pris ce temps-là pour vérifier ce qui était important pour moi, je suis capable d'envisager le dialogue, de m'exprimer sincèrement, d'écouter l'autre avec empathie. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plutôt que de balancer, on va le dire de cette manière-là, une remarque désagréable à quelqu'un, prenez le temps de vous demander c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie que l'autre comprenne? J'ai pas envie qu'il entende forcément le reproche, ça va couper la communication. J'ai juste envie qu'il comprenne que mon besoin, c'était un besoin d'efficacité, c'était un besoin de compréhension de mon rythme personnel, et voilà ce que j'aurais aimé, et voilà ce que j'aimerais si je continue à télétravailler, par exemple. Quel conseil tu donnerais, Valérie? Parce que des fois, quand on est assez agacé, c'est plus difficile de mettre les formes. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont tellement remontées qu'elles ont du mal justement à poser ça de façon un peu plus objective et positive? Ouais. Alors, le conseil que j'ai à donner, c'est surtout de ne pas réagir du tac au tac.
Alors, c'est vrai que c'est l'envie première, c'est-à-dire on est agacé, énervé, comme tu viens de le dire, Florence, et à ce moment-là, bah, ça part tout seul. Alors, évidemment, à ce moment-là, il faut se prendre un temps. C'est clair qu'il faut se taire et il faut se poser et réfléchir, c'est quoi, de quoi j'ai vraiment besoin que l'autre comprenne. C'est quoi, qu'est-ce que je veux vraiment qu'il comprenne de ce qui est important pour moi. Plutôt que de lui balancer un non mais vraiment tu sais pas y faire, enfin vraiment c'était du grand n'importe quoi, oh, ces réunions qui en finissaient pas, moi ça m'a agacé, ça m'a vraiment énervé, c'était insupportable. Plutôt que de lui dire ça, ok, l'autre il va le prendre sous forme de reproche, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va couper la communication. Ouais, t'es jamais contente, de toute façon j'ai quand même fait ce que je pouvais, tu crois que c'était facile pour moi aussi j'ai vécu le confinement de façon subie, etc. Et ça va couper la communication. Le dialogue va être coupé. À ce moment-là, si on se pose et qu'on dit, ok, bon, effectivement, je sens que je suis agacée, on parlera des émotions tout à l'heure, mais je vais plutôt essayer de voir qu'est-ce que je veux lui faire passer comme message, c'est quoi qui est important pour moi. Écoute, ce qui était important pour moi, tu vois, c'est que j'avais vraiment besoin d'efficacité et j'avais vraiment envie que tu comprennes mon rythme personnel. Alors peut-être que je ne te l'ai pas exprimé, mais voilà, je te l'exprime aujourd'hui, j'ai besoin que tu comprennes mon rythme personnel, qui n'était pas forcément le rythme personnel des autres collaborateurs. J'aimerais qu'à partir de maintenant, si tu es d'accord, on puisse se voir plus facilement en entretien ou en réunion plus courte, etc. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est de se poser et de ralentir sa communication, de ne pas faire une communication du tac au tac. Très bien. Merci Valérie pour cet éclairage. Alors, une fois qu'on a clarifié ce qui était important pour soi, on va effectivement, j'ai déjà commencé à vous le montrer, s'exprimer de façon authentique. Et s'exprimer de façon authentique, c'est que nous allons pouvoir nous exprimer de façon authentique en attachant une attention particulière aux besoins, c'est-à-dire ce qui est le plus important et ce que nous aimerions partager. On est souvent d'accord sur les besoins. On a tous les mêmes besoins. Les besoins fondamentaux, ce sont des besoins humains. On a tous, à un moment donné, un besoin d'être compris sur notre rythme personnel. On a tous un besoin d'efficacité, on a tous un besoin d'échange, on a tous un besoin de partage, on a tous les mêmes besoins, le soutien, on a tous les mêmes besoins. Bien sûr. On a simplement, en fait, là où on va, donc on peut s'entendre sur les besoins. Ah ok, tu aurais aimé que je comprenne ton besoin de rythme, ton besoin de compréhension de ton rythme personnel. Ah d'accord, tu as besoin de partager, tu as besoin d'échanger plus en face à face ou plus en one-to-one plutôt que dans un grand groupe parce que tu avais l'impression qu'effectivement ça te prenait trop de temps. D'accord. Donc on peut tous s'entendre sur le besoin. Là où on ne va pas s'entendre parfois, c'est sur les stratégies. C'est-à-dire sur les moyens qui sont utilisés pour répondre à ce besoin. C'est là où ça diverge. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, on ne s'entend pas. Alors que si on commence par s'entendre sur le besoin, ok, tu as besoin d'échange, bien sûr. Tu as besoin de partage, évidemment. D'accord. Et là, je vais trouver avec toi comment quel est le moyen, quelle est la stratégie pour combler, pour nourrir ce besoin d'échange ou ce besoin de partage. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien la différence qu'il peut y avoir entre un besoin qui est universel, qui est fondamental, qui est complètement abstrait et sur lequel tout le monde peut s'entendre, et sur les stratégies qui elles, sont au nombre de 1000, quoi, pour répondre à un même besoin. Tu as besoin de partage? Ok, quelle stratégie, toi, tu vois? Ah, tu vois cette stratégie-là, tu vois ce moyen-là. D'accord, parce que moi, je ne voyais pas tout à fait la même stratégie. On peut échanger là-dessus. Mais on sait qu'on a en commun le même besoin. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est de se dire que plutôt que de se dire on n'est jamais d'accord, c'est commencer par se dire de quoi on a vraiment besoin. Ok, tu peux comprendre mon besoin de partage, tu peux comprendre mon besoin de soutien, est-ce que tu peux comprendre mon besoin d'échange? Et ça, c'est également dans les couples, c'est également dans les familles. Cette communication-là, elle marche partout. Donc, expression authentique, je parle de mes besoins et je vois avec l'autre quelle stratégie j'ai et quelle stratégie lui il a, et on voit si on est d'accord ou pas. Et la troisième clé, je vous l'ai dit, c'est l'écoute empathique. C'est-à-dire que grâce à l'écoute empathique c'est grâce à cette écoute empathique que nous parvenons à une relation satisfaisante pour nous-mêmes et pour l'autre, dans le respect des besoins, dans le respect de nos besoins respectifs. L'écoute empathique, c'est quoi? Alors, on a souvent une mauvaise vision de l'écoute empathique. On a l'impression que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est comprendre l'autre, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est assez différent. Et je vais vous poser une question, vous allez essayer de regarder par rapport à l'exemple que je vous donne. Imaginons, votre collaboratrice, ou peu importe, une personne, vous confie qu'elle a plutôt bien vécu le confinement
et que revenir au bureau n'est pas du tout un soulagement car elle n'a pas envie de renoncer à tout le positif que cette situation lui a apporté. Selon vous, quelle est la réaction la plus empathique envers elle? Est-ce que c'est la phrase 1 « Écoute, ne t'inquiète pas, d'ici quelques semaines, tu auras retrouvé tes repères, je fais confiance à ta grande capacité d'adaptation ». Est-ce que c'est cette phrase qui est la plus empathique? Est-ce qu'au contraire, c'est « Est-ce que tu es inquiète et tu aimerais être rassurée sur le fait que le retour va être progressif, que tu vas avoir, tu vas pouvoir t'exprimer sur ce qui est important pour toi ». Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est la troisième phrase? Tu sais, grâce à ce que nous avons vécu, nous allons tous ressortir grandis de cette expérience. Ou est-ce que c'est la quatrième phrase? Tu sais, moi, c'est pareil. Les premiers jours, je me disais que c'était vraiment compliqué. Et puis, tu vois, je le vis plutôt bien maintenant. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Essayez de noter sur le chat la phrase qui vous semble être la réaction la plus empathique vis-à-vis d'une personne qui vous dirait je suis vraiment pas… Alors, on a Gabriella qui nous dit la 2. D'accord. On a Mylène qui nous dit aussi la 2. La 2, Daniel également. La 4 pour Manold. Ouais. Ah non, c'est intéressant. Ouais. Ah, c'est intéressant. La 2, c'est ce qui ressort le plus, quoi. Ok, alors vous avez raison. Hein, ceux qui ont répondu la 2, vous avez raison. C'est est-ce que tu es inquiète? C'est-à-dire, je prends en considération ton sentiment, hein, le sentiment. Je prends en considération ce que tu ressens et j'essaye de comprendre ton besoin. Être empathique, c'est prendre en considération le sentiment et essayer de comprendre son besoin. Son besoin, c'est un besoin de quoi? D'être rassuré. Est-ce que tu es inquiète et tu aimerais être rassurée sur le fait que le retour va être progressif et que tu vas pouvoir t'exprimer sur ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est ça? Et l'autre va vous dire, ouais, c'est ça. Ou l'autre peut aussi vous dire, non, tu vois, c'est pas que je suis vraiment inquiète, mais je suis plutôt partagée parce que j'aimerais bien revenir au bureau. Voilà. En tout cas, ça va permettre le dialogue. Ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, quand vous répondez, alors personne ne l'a répondu, mais quand vous répondez « ne t'inquiète pas », là, vous niez les sentiments de l'autre. Mais non, t'inquiète pas, tu ne devrais pas le prendre comme ça. Hein, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, mais l'autre, il est juste en train de vous dire « je suis inquiet », quoi. Donc, vous ne pouvez pas lui dire « ne t'inquiète pas ». Vous ne pouvez pas non plus lui donner des leçons. Vous ne pouvez pas non plus… Alors, c'est un grand défaut que l'on a, hein, c'est très humain. On va parler de soi à ce moment-là. Hein, c'est une des personnes qui a répondu la 4, et je peux comprendre parce qu'on est très souvent comme ça. Hein. Tu sais, moi, c'est pareil, les premiers jours, etc. Et là, on va parler de soi. Alors, voilà, je vais commencer par ce que n'est pas l'empathie. Alors, l'empathie, ça n'est pas donner un conseil. Voilà, c'est pas donner un conseil à ta place, je ferai ça. Non, tu n'es pas à ma place, donc voilà. Hein. Tu sais ce que tu devrais faire, et là, on va donner un conseil. Le conseil n'est valable que pour soi. Donc, à partir du moment où on donne un conseil à quelqu'un, on parle de soi. Et ben oui, mais enfin, ce n'est pas forcément adapté à l'autre. Et on est toujours, hein, avec nos amis, on le fait, avec nos meilleurs amis, on le fait, avec nos collègues, on le fait. À ta place, je ferai ça. Ça n'est pas non plus nier les sentiments, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, tu ne devrais pas le prendre comme ça. Avec le temps, t'inquiète pas, ça va aller. Ça n'est pas non plus sermonner. Hein, tu n'aurais jamais dû, t'aurais jamais dû prendre ces habitudes-là parce que voilà, maintenant, tu sais plus faire autrement. Hein. Tu aurais dû conserver le rythme de travail qui était avant. Non, c'est pas non plus sermonner. Ça n'est pas non plus s'apitoyer. Ah, ma pauvre, je te comprends. Ça doit être difficile. Ah, je sais pas comment tu vas faire, mais tu vas voir, tu vas y arriver avec un peu de temps. Non, c'est pas ça non plus. Ça n'est pas non plus interpréter. Vous savez, le côté un peu psychologie de comptoir, quoi. Oui, alors si tu le prends comme ça, c'est peut-être parce que effectivement, pendant cette période-là, tu as eu… voilà, non, c'est pas non plus ça. Et puis, ça n'est pas non plus consoler. Hein. Consoler, ce serait… mais c'est rien, t'inquiète, tu vas t'y faire. Tu sais, on est tous passés par là. Hein. Rassure-toi. Hein, ça n'est pas non plus ça. Et puis, ça n'est pas ramené à soi, hein, comme on peut avoir à le vivre souvent. Voilà, quelqu'un vous parle de lui, vous dit à quel point il est inquiet, etc. Et vous allez lui dire, bah ouais, c'est comme moi. Hein, et vous allez raconter votre histoire. Voilà. Et à ce moment-là, on n'est pas dans l'empathie quand on raconte sa propre histoire, parce que là, on n'écoute pas l'autre. On n'est pas dans l'écoute empathique. Hein, on est dans « je me raconte ». Et je suis tellement embêtée parce que je ne sais pas quoi te dire que je me raconte. Alors que non, l'empathie, ça va être vraiment être présent à soi, c'est-à-dire
Ouais, j'entends bien ce que tu es en train de me dire là, hein. Je sens bien, je vois bien ce sentiment que ce sentiment d'inquiétude que tu peux avoir dans la voix. Voilà, être à la fois centré sur être vraiment présent, hein, c'est ce que j'appelle être présent à soi et à l'autre, porter son attention sur ce qui est vivant chez soi et chez l'autre, c'est-à-dire les besoins et les sentiments. Ça, c'est ce qui est vraiment vivant chez l'un et chez l'autre. Et faire confiance dans le fait que l'autre a les ressources pour trouver ses propres solutions. On n'a pas besoin de le conseiller. Et il va trouver sa propre solution. C'est ça, être empathique. Donc, juste pour reprendre, écoute empathique de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je perçois, c'est quoi qui est important pour moi, et c'est ce message-là que je vais faire passer à l'autre, et non pas sous forme de reproche. Ce qui est important pour moi qu'il sache, c'est ça. C'est que j'avais besoin de soutien, c'est que j'avais besoin de partager, d'échanger, etc. Je vais être dans l'écoute empathique et je vais également m'exprimer de façon authentique parce que je serai à l'écoute de ce qui est vivant en moi. Alors, si certains d'entre vous sont managers ou si vous avez envie de recréer de la cohésion au sein d'une équipe, même si vous n'êtes pas manager, que vous êtes simplement collaborateur, c'est peut-être quelquefois proposer aussi à votre manager ou si vous êtes manager, faire un bilan avec ses équipes. Accueillir, écouter et partager les émotions, les sentiments. On ne peut pas faire comme si cette période n'avait rien été ou comme si ça avait été des vacances. Hein, c'est insupportable. Il y a un manager qui arrivera en disant « Bon, alors maintenant, fini les vacances, on reprend le travail, puis alors maintenant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Hein. » Quand on entend les sentiments que vous avez énoncés au début, sans élan, démotivé, etc., on se dit « Quoi, il va falloir que je mette les bouchées doubles? Attends, non, mais j'étais pas en vacances, j'en ai même fait davantage. » J'avais en plus mes enfants, mon conjoint, ma famille, etc., la peur de la maladie. Donc voilà, hein, les histoires de chacun sont vraiment importantes et il va falloir que chacun puisse les exprimer et que les managers puissent les écouter. Par des échanges individuels, j'imagine. Ça peut être des échanges individuels, ça peut être des échanges en groupe sans simplement, comme je l'ai fait là à l'instant, hein, une météo du jour, elle peut se partager également. Ouais. Peut-être même sous forme confidentielle, hein, mais moi j'aime bien, je fais ça en nuage de mots, c'est-à-dire que du coup, c'est complètement confidentiel et en même temps, ça donne la tendance. Voilà, j'utilise une application et en visio, il m'arrive de faire des nuages de mots où chacun va mettre ses sentiments et on ne sait pas qui ressent quoi. Remercier et reconnaître les efforts des équipes pour le travail fourni durant cette période, ça c'est vraiment hyper important. S'assurer du bien-être de ses salariés, du bien-être de ses collègues, c'est à la fois dans le ton des mails, c'est peut-être dans des cafés d'accueil, c'est dans des petits mots, mais c'est vraiment essayer de prendre soin de l'autre. Créer des routines de travail, des rituels pour retrouver un équilibre, des repères. On a perdu nos repères pendant cette période-là. Si on est encore en télétravail, on a d'autres repères à prendre, surtout que la période du confinement est terminée, les enfants vont pouvoir retourner à l'école, le rythme va être peut-être un peu différent, donc effectivement, c'est retrouver des rituels. Trouver le bon curseur des réunions utiles en visio et diversifier les formats en one-to-one, en sous-groupe, en groupe, en plénière, voilà. Ça va être effectivement faire des choses un peu différentes et prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est-à-dire faire attention à son sommeil, faire attention à son stress, utiliser l'écoute, et peut-être demander de temps en temps à être écouté aussi si on en a besoin. Voilà, tout ça va permettre de recréer de la cohésion au sein de l'équipe. Alors, justement, on parlait du bien-être et du bien-être au travail. Si Florence, il y a des questions sur ce que je viens de dire, n'hésite pas. Merci, vous aussi, n'hésitez pas. Voilà, et donc on va parler maintenant du bien-être au travail, parce que le bien-être au travail, je pense que c'est possible. C'est important de s'en occuper, de ce bien-être au travail. Le confinement qui a été lié au Covid-19 et maintenant le retour au travail dans de nouvelles conditions crée un stress et une anxiété. Vous l'avez vu dans les sentiments que vous avez énoncés. Il y a de l'anxiété, même s'il peut y avoir de la confiance, il y a quand même ce sentiment-là d'anxiété. Les émotions, elles ont été là, bien présentes et elles peuvent l'être encore. On peut toujours avoir peur d'attraper le virus puisqu'il est toujours là. On peut être en colère par rapport à un certain nombre de choses. On peut de temps en temps être triste aussi. On peut avoir ce sentiment de tristesse, de je ne sais quoi, d'avoir perdu un proche, pourquoi pas, d'être obligé de retourner travailler alors qu'on avait pris quand même de bonnes habitudes. On peut avoir une forme d'impatience d'un certain nombre de choses. Bref, on peut être traversé par des émotions. Et il faut savoir que les émotions, c'est complètement normal. Une émotion, c'est un signal d'alarme. Gérer ses émotions, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions. Ça veut dire apprendre à les traverser et déjà apprendre à les reconnaître. Ok, je suis en colère. Là, j'ai envie de te répondre quelque chose qui risquerait d'être désagréable. Je vais prendre le temps de me poser
de réfléchir, de voir quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Hop, je reviens à mes besoins essentiels. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Parce que quand il y a une émotion négative, enfin difficile, je ne dis pas une émotion négative, parce que les émotions, encore une fois, sont des systèmes d'alarme, donc il ne faut pas les enlever. Quand il y a une émotion difficile à vivre, comme la colère, par exemple, c'est pas facile à vivre, la colère, à ce moment-là, c'est souvent qu'un besoin n'est pas nourri, qu'un besoin n'est pas satisfait. Et c'est de quoi j'ai besoin? Je me sens en colère, là, je suis vraiment en colère. Et je suis en colère après toi. Alors, on a envie d'accuser l'autre. Mais en fait, c'est moi, hein, je suis en colère. Il y a quelque chose qui vient me stimuler, ça parle de moi. Peut-être que toi, à côté de moi, tu n'es pas en colère. Pourtant, on vient de vivre la même situation. Donc, c'est quoi le besoin qui n'est pas satisfait chez moi? Et c'est se demander ça. Hein. Les entreprises, elles vont devoir évidemment s'occuper de la santé globale de leurs salariés, que ce soit physique ou mentale. Ce que j'appelle la santé globale, c'est la santé à la fois physique et mentale. Et il est important de s'occuper de son bien-être, de réduire les tensions, de retrouver un état d'esprit positif. Alors, est-ce que vous êtes plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Est-ce que vous voyez plutôt le côté positif des choses ou est-ce que vous voyez plutôt le côté négatif des choses? Est-ce qu'on a quelques personnes qui écrivent Pas encore. Bon, après, peut-être que ça dépend aussi des périodes. Là, c'est sûr que... Oui, tout à fait. Positif, nous dit Gabriela. Ouais, positif. Ok. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est de garder ce côté verre à moitié plein. C'est important de continuer à cultiver ce côté. Nathalie aussi nous dit positif. Tant mieux. Super. Et alors, un des moyens de cultiver ce côté positif, c'est de sourire. Alors, c'est important de sourire. J'ai envie de dire, sourire, c'est du positif. À moitié plein pour Mylène. Pardon? Vers à moitié positif et on a à moitié plein pour Mylène. Super. Alors, sourire, c'est extrêmement important. Pourquoi sourire, c'est extrêmement important? Parce que, en fait, à ce moment-là, quand on sourit, on envoie à notre cerveau des hormones complètement différentes. Et vraiment, même si vous devez vous contraindre à sourire, j'ai envie de dire, même si vous devez vous forcer à sourire, même si vous devez mettre un stylo entre les dents et vous faites ça pendant à peu près 1 minute, à ce moment-là, quand nous affichons un sourire sur notre visage, nous envoyons au cerveau un message de joie, même si c'est feint, finalement, même si ça n'est pas réel, même si on est un peu en colère, mais à partir du moment où on va afficher un sourire, on va sécréter alors des neurotransmetteurs qui correspondent à l'humeur que l'on ressent. Même si on ne le ressent pas, ça va venir. C'est-à-dire, au contraire, quand on fait la moue, par exemple, quand on fait la tête, l'humeur va suivre le mouvement du visage. Donc, c'est important de temps en temps, tromper un peu notre cerveau et sourire. Et vous allez voir que finalement, c'est assez communicatif aussi le sourire. Hein. Quand vous souriez, les autres ont envie de sourire. Et même si vous devez sourire tout seul, face à vous-même, vous allez voir que votre humeur va changer. Si vous faites la tête ou si vous ne souriez pas dans la journée quand vous êtes tout seul, par exemple en télétravail, si vous ne souriez pas, vous allez rapidement vous apercevoir que vous avez une humeur maussade. Donc, important, de temps en temps, pendant au moins 1 minute, vous souriez, même si vous devez vous forcer, vous allez voir que votre humeur va changer. Bon, et puis après, il y a peut-être des choses qui peuvent permettre de sourire un peu plus. Absolument, évidemment. Évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut essayer d'appliquer le plus souvent possible ce qu'on appelle le ratio de Losada. En psychologie positive, le ratio de Losada, en fait, c'est un monsieur qui s'appelait Martial Losada, qui est un psychologue spécialiste de la psychologie positive, qui a étudié plusieurs centaines de réunions et qui s'est aperçu que les équipes qui étaient les plus efficaces, c'est celles qui, pendant les réunions, avaient le plus de phrases positives. Elles avaient plus de phrases positives dans leur discours que de phrases négatives. Et au fur et à mesure de ses recherches, il a finalement établi un ratio en dessous duquel une équipe est moins efficace. Et ce seuil-là, ce seuil critique, c'est en dessous de 2,9 paroles positives, 3 on va dire, hein, on atteint un seuil critique. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes en réunion ou quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, si vous mettez 3 phrases positives pour une phrase négative, tout va bien. Si vous descendez en dessous de ça, eh bien effectivement, vous risquez de faire baisser votre motivation. Alors en gros, dans une réunion, essayez toujours de respecter le 3 phrases positives pour une phrase négative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit une autre phrase négative, il va falloir ramer pour mettre encore 3 phrases positives.
Essayez de respecter en réunion, ça peut être aussi un jeu, de se dire, ben voilà, là dans la réunion, pendant cette réunion, on essaye d'éviter les phrases négatives, on essaye de se focaliser sur le positif et en dessous de 3 phrases positives, ça ne va pas aller. Voilà, ça c'est vraiment un ratio extrêmement important à respecter parce qu'il va vous permettre de vous sentir effectivement plus en confiance que sans élan. Mais ça veut dire que pour une réunion, tu édictes les règles du jeu pour que l'équipe joue le jeu? Absolument. Moi, j'édicte la règle du jeu, c'est-à-dire que je leur dis dès le départ de la réunion, on va appliquer ce qu'on appelle le ratio de Losada, donc je leur explique ce que c'est. Hein, c'est un ratio en dessous duquel on ne doit pas descendre, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui prononce une phrase négative, eh ben, il va falloir ramer pour mettre au moins 3 phrases positives pour compenser, pour arriver à ce ratio-là. Hein, c'est-à-dire que s'il y en a un qui met 3 phrases négatives dans la réunion, il va falloir en trouver 9 de phrases positives. Ça commence à faire beaucoup. Il va falloir être créatif. Exactement. Mais c'est un ratio qui marche bien. En fait, tout ce qui va orienter notre conscience vers le positif va pouvoir nous permettre d'être plus performants, d'avoir davantage le moral, d'être davantage dans une pensée positive. Est-ce que pour les personnes qui participent, vous avez beaucoup de réunions ou pas? Est-ce que vous avez plus de 2 réunions par semaine, par exemple? C'est vrai qu'après, selon les métiers, c'est un peu différent. On a Manal qui nous dit à la maison, ouais, pour la maison aussi. Ouais. Oui, même pour la maison, ça peut être aussi pendant un dîner en famille, ça peut être aussi pendant un déjeuner. En fait, c'est un ratio qui marche très bien parce que qui marche très bien quand on le respecte parce que c'est aussi ce qui va nous permettre l'épanouissement personnel. Hein, c'est pas seulement professionnel. Évidemment qu'on s'est aperçu, et Losada s'est aperçu que le risque, c'était une performance en baisse, mais aussi l'épanouissement personnel. Et puis, même une critique, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de critiquer que de féliciter. Donc, une critique, c'est aussi une parole négative. Et derrière, constructive. Alors là, sur les réunions, on nous répond, Valérie, donc c'est Mylène qui en a moins d'une fois par semaine, une fois par semaine en moyenne, ça dépend. Et on a Laetitia qui nous dit oui, pas mal de réunions. Donc c'est vrai qu'après, c'est pas les mêmes quotidiens pour les uns et les autres. Non, alors quoi qu'il en soit, même si ça peut être dans un face-à-face, hein, en one-to-one avec un collègue de travail ou au téléphone, c'est juste, soyez conscient à chaque fois, essayez de ne pas utiliser le mode automatique, soyez conscient des phrases positives et des phrases négatives que vous prononcez et essayez juste de faire ce petit jeu-là, d'être en conscience des critiques que vous émettez, plutôt que de féliciter, ou plutôt que d'être dans des paroles plus constructives, essayez de voir comment vous parlez, comment vous vous exprimez, et par rapport à ça, eh bien, commencez à changer. Et vous allez vous apercevoir effectivement que votre état d'esprit va changer également. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est d'exprimer votre gratitude. Quand je dis d'exprimer votre gratitude, vous savez, la gratitude, c'est le sentiment de reconnaissance que nous pouvons éprouver lorsque nous réalisons la saveur de ce que nous vivons. La saveur de ce que nous vivons. Alors, c'est quoi la saveur de ce que nous vivons finalement? Alors, le fondateur de la psychologie positive, hein, qui s'appelle Martin Seligman, la psychologie positive, c'est pas la même chose que la pensée positive. La psychologie positive, c'est une branche de la psychologie qui étudie comment l'homme fonctionne quand ça va bien. À la différence de la psychopathologie qui va étudier ce qui va mal, la dépression, tous les sentiments qui ne vont pas bien, la psychologie positive va étudier quand l'homme est confiant, comment c'est chez lui, comment c'est pour lui. Quand l'homme est amoureux, comment c'est pour lui. Quand l'homme est heureux, comment c'est pour lui. Hein. Donc, c'est une branche de la psychologie positive, de la psychologie, pardon. Et Martin Seligman a observé qu'il suffit, dans sa journée, de repérer 3 situations, 3 moments, 3 interactions, 3 goûts, 3 sensations, peu importe, qui nous font du bien et pour lesquels on a envie de dire « alors là, merci ». Simplement et être conscient de ça et se dire « alors là, merci ». Merci pour ce moment-là qu'on vient de passer. Merci pour ce sourire que j'ai eu. Merci pour le compliment que m'a fait mon conjoint, mon enfant, mon collègue, mon manager. Merci pour cette sensation agréable que j'ai ressentie à ce moment-là. Juste ça. Voilà. On n'a pas à remercier quelqu'un en particulier, c'est juste de se dire, voilà, je réalise la saveur de ce que je suis en train de vivre. Et quand on fait ça, alors il y a un livre qui était sorti de Florence Servan-Schreiber qui s'appelait 3 kiffs par jour, où vraiment elle proposait
de faire progresser son niveau de bonheur de façon durable après seulement 3 semaines en notant tous les soirs, à la fin de la journée, 3 kiffs par jour. C'est Manol là, qui nous dit j'ai mis en place un journal de gratitude. Super, bravo. Voilà, c'est exactement ça. Et alors ça, on peut le faire en famille le soir, hein, quand on se retrouve au dîner, on peut dire bon, alors qu'est-ce qui nous est arrivé de bien aujourd'hui? À quoi j'ai envie de dire alors là, merci. Voilà, c'est tout simplement ça. Et les enfants peuvent trouver également, ils aiment bien trouver ça. Et là encore, ça les met dans une dynamique plutôt positive. Donc la gratitude, c'est quelque chose qui marche très bien. Et utiliser un journal de gratitude, c'est génial. Les émotions difficiles, alors juste, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des signaux d'alarme, elles doivent être prises en considération, elles ont toute une fonction et un rôle, elles servent à quelque chose. Regardez, quand vous êtes en colère, c'est souvent que vous avez l'impression de ne pas avoir été respecté. Quand vous êtes triste, ça veut dire que vous devez accepter quelque chose qui ne peut pas être changé. Quand vous avez peur, c'est aussi le signal d'alarme qui vous protège du danger, par exemple. Donc, c'est vraiment important de ressentir des émotions. Et puis, l'émotion joie hein, aussi. Quand on est joyeux, ça veut dire qu'on a envie de partager, on a envie d'échanger, on a envie de faire circuler le bonheur. Donc, elles ont toute une fonction et un rôle. Il ne faut absolument pas essayer de les réfréner. Puis, il ne faut pas oublier que le mot émotion, en latin, ça veut dire, c'est ex movere. Et ex movere, ça veut dire sortir en dehors de. Donc, une émotion, ça s'exprime. Elles sont de courte durée si elles sont prises en considération. Si on essaye de les couper, de les squeezer, de ne pas les reconnaître, elles vont durer. Donc, une émotion, le meilleur moyen de la gérer, c'est de la traverser. Je te reconnais, je suis en colère. Là, je suis en colère. Je vais exprimer ma colère, pas n'importe comment. Je ne vais pas forcément hurler, mais je vais dire quel est le besoin qui n'est pas nourri, là, ou ce que je ressens particulièrement. Là, vraiment, effectivement, je ne me sens pas respectée parce que ceci, cela, ou je me sens triste parce que, effectivement, je m'aperçois que je ne pourrais pas changer cette situation et qu'elle est vraiment triste pour moi. Bref, j'exprime mon émotion parce que j'ai l'habitude de dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et qu'à un moment donné, ça va ressortir autrement sous forme de maladie psychosomatique ou autre. C'est ce qu'on voit évidemment bien souvent. Si elles sont refoulées, si elles ne sont pas exprimées, elles vont finir par se défouler autrement et s'imprimer. Et évidemment, ça va avoir un impact souvent sur le corps. C'est comme ça qu'on voit des personnes qui ont des ulcères, des eczémas, etc. Donc, gérer une émotion, c'est d'abord l'accueillir, la reconnaître et la traverser. Elle ne va pas durer. Ça ne va pas durer une émotion. 3 techniques pour prendre soin de son bien-être. La cohérence cardiaque, alors on n'a pas le temps de les voir, mais je vous propose de les noter. Et si vous ne les connaissez pas, d'aller regarder sur Internet. Je vous ai mis à la fin et dans le mémo qu'on vous enverra aussi, on vous enverra un mémo récapitulatif. Vous aurez le site où vous pouvez trouver des choses sur la cohérence cardiaque. Vous avez également la relaxation, le scan corporel, comment je me relaxe. Et là aussi, vous avez sur Internet des relaxations. Moi, je suis sophrologue, donc effectivement, on utilise la relaxation du haut du corps jusqu'en bas du corps, et puis utiliser l'instant présent. Alors lecture du schéma corporel de haut en bas, c'est-à-dire je me relaxe comme si je passais un espèce de scanner. Je vérifie que tout en moi se relaxe au fur et à mesure que ce rayon laser imaginaire passe, et je relaxe mon corps du haut en bas. La cohérence cardiaque, il y a des applications sur Internet, ça réduit l'état de stress chronique, ça instaure très rapidement un état d'équilibre entre le cœur et le cerveau. Ça permet de réguler nos émotions, d'avoir un état de calme profond. Tout à l'heure, Florence, tu me disais comment on fait quand on est en colère et qu'on a envie de dire quelque chose. Déjà, quand on pratique la cohérence cardiaque 3 fois par jour, à ce moment-là, on a une stabilité émotionnelle qui nous permet d'éviter la réaction, la surréaction, la réaction épidermique. Ça augmente sensiblement le système immunitaire de faire de la cohérence cardiaque, le taux d'ocytocine, c'est-à-dire les hormones de la joie et du bonheur. C'est un neurotransmetteur qui favorise les relations humaines. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça se pratique 3 fois par jour. Regardez sur Internet, cohérence cardiaque 365 et vous allez voir, ça se pratique 3 fois par jour pendant 5 minutes, 6 respirations par minute. C'est assez facile. Vous avez des applications qui vous en disent plus sur Internet. Et puis, l'instant présent, moi, j'ai envie de vous dire, être anxieux, c'est aussi anticiper de manière négative. Quand on est anxieux, c'est qu'on anticipe de manière négative quelque chose qui n'est pas certain d'arriver. Notre cerveau humain, il est particulièrement agile pour ça. Notre esprit se projette en général dans les pires scénarios. Ouais, disons qu'en ce moment, c'est vrai aussi que les médias font tout pour raconter ça. Hein.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter de regarder les médias à longueur de journée. Pendant le confinement, c'est ce que je disais quand je faisais des webinaires. Attention, pas plus de 20 minutes d'information par jour. Sinon, non mais là, sinon c'est vrai, ouais, bien sûr. On se projette dans des scénarios catastrophes. C'est vrai que la force de nos pensées, avec la force de nos pensées, on est embarqué dans des pensées négatives. Donc c'est vraiment important de se focaliser sur ce que l'on peut contrôler. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler? Éviter BFM, nous dit Manol. J'ai pas osé le dire, mais je l'ai pensé. Elle dit quoi? Il a dit éviter BFM. Ah oui, absolument. Je pensais très fort, ça me fait rire. J'ai pas osé le dire, mais je pense exactement la même chose. Oui, BFM, c'est juste l'enfer. On va tous se mettre sur Arte. Voilà, c'est exactement. Vaut mieux aller regarder la vie des mouches ou des animaux que BFM. Bref, en tout cas, ce qu'on peut contrôler, c'est notre respiration. Ça, c'est le meilleur moyen d'être dans l'instant présent. C'est je me focalise sur ma respiration et je fais descendre mon niveau de stress. Sur mes 5 sens également. À ce moment-là, je savoure un carré de chocolat, je sens un parfum particulier, je savoure mon thé, je redécouvre mon thé différemment, ou mon café, ou ce que j'ai entre les... Voilà, je suis dans les sens. Et puis, le moment présent, je me focalise sur l'instant présent. C'est la seule chose que l'on peut contrôler. Le passé, il est passé, et le futur, on ne le connaît pas encore. Et souvent, il nous angoisse, et le passé est souvent nostalgique. Donc, le seul moment qui est vraiment important et qui ne nous crée pas de stress, c'est le moment présent. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment essayer de se focaliser sur le moment présent. Enfin, troisième partie et dernière partie, équilibre vie privée, vie pro. Quelques mots là-dessus. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette phrase parce que c'est vraiment, pendant le confinement, c'est vraiment la phrase qui a fait peur à tout le monde. C'est la phrase qui a circulé. Je viens d'entendre le président de la République annoncer la fermeture de toutes les écoles. Rassurez-moi, c'est avec les enfants à l'intérieur, parce que effectivement, en termes de vie privée, vie pro, se dire qu'on allait même si on les adore, nos enfants, qu'on allait les récupérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en même temps qu'on était obligé de travailler, c'était pas une partie de plaisir. Il faut savoir, c'est que le télétravail modifie notre rapport au travail sur plusieurs points. Il déplace le travail et en déplaçant le travail, il lui redonne sa juste place. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le télétravail s'inscrit dans la vie du foyer. Il est au même titre, il revient au centre du foyer. Il perd un peu, le travail, son prestige aristocratique d'être relégué à quelque chose de particulier. Ça, c'est ce que dit Julia de Funès et je trouve ça assez intéressant. Elle nous dit que le travail est devenu, durant le confinement, une activité comme une autre, parce qu'on télétravaillait au milieu des autres activités. On télétravaillait, mais on faisait aussi les devoirs à la maison, on avait l'entretien de la maison, on avait la cuisine, on avait les repas. Le travail avait finalement repris une place complètement différente. Ce mode de travail peut être stressant, car les sphères vie privée, vie pro se mélangent. Effectivement, le lien social peut se distendre. Le management, alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que le management est focalisé sur la performance et le livrable. Là, on n'est plus dans le présentéisme. Ce qui est important en télétravail, c'est qu'il va falloir fournir du travail et qu'on va voir les résultats. Le télétravail ne rend pas plus heureux, mais il libère de certaines contraintes. On n'a plus les transports et on n'est plus en représentation. Parce que mine de rien, le fait d'être au bureau, c'est être en représentation. Moi, je trouve que c'est assez responsabilisant, en fait. Ouais, absolument. Le télétravail a quelque chose d'extrêmement responsabilisant parce qu'on est focalisé sur, voilà, je vais devoir non plus faire du présentéisme. Je ne dis pas qu'on fait tous du présentéisme, mais enfin, on subit nos horaires parfois, où on se dit, enfin moi j'ai déjà entendu, quand j'étais salarié, j'ai passé 25 ans en entreprise, il m'est arrivé un jour d'entendre, parce que je partais à 17h, t'as pris ta demi-journée. Ah oui, j'ai entendu. Voilà. Alors, c'était dit sur le ton de la plaisanterie, mais c'était dit. C'est dit, ouais. Voilà. Donc là, en télétravail, c'est plus le cas. Si nous prenions un temps pour réfléchir à ce que nous voulons, le 100% télétravail n'est pas forcément une bonne solution parce qu'évidemment, on va perdre en relations humaines, ça c'est évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon une étude de l'ANACT, 80% des salariés interrogés veulent continuer à télétravailler. Donc, il y en a quand même beaucoup qui veulent télétravailler. Ce que je vous propose, c'est juste de regarder le document que vous avez dû recevoir qui s'appelle « La roue de la vie ». On ne va pas le faire maintenant, mais je vous dis simplement comment l'utiliser. Donc, c'est un document que vous allez pouvoir utiliser et télécharger. Et vous allez avoir 8 domaines, en fait, Hop, je le cherche également pour l'avoir sous les yeux. Vous allez avoir, donc c'est un document qui se présente de cette manière-là. Vous avez une roue. Il va falloir noter votre niveau de satisfaction de 0 à 10 avant le confinement.
pour les 8 domaines de votre vie. Vous allez voir, il y a la santé, la vie professionnelle, la famille, etc. Réjouissez-vous des domaines de votre vie qui vous satisfont pleinement. C'est-à-dire que vous avez bien noté, que vous avez noté 9, 10 ou même 8. Constatez ce que vous avez pu négliger avant la crise sanitaire et identifiez vos aspirations, vos rêves de toujours, vos besoins. Ça, c'est vraiment important et vous allez les noter. D'accord. Vous les avez reçus normalement sur vos adresses mail. On les a envoyés il y a une petite heure. Voilà. Si vous n'avez pas reçu, enfin, si vous n'avez pas eu le temps de le garder, de le télécharger, de l'imprimer, etc., vous pourrez le faire. Je vous explique juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez trouver une roue de la vie qui va être votre roue bilan. C'est-à-dire, comme par exemple sur mon exemple, la santé, c'est pas terrible, l'énergie, c'est pas terrible, peut-être que l'argent, c'est pas terrible, peut-être que l'amour, c'est pas extraordinaire, mais la maison, c'est bien, la vie professionnelle aussi. Bref, vous allez avoir une roue bilan. Vous allez prendre un autre stylo de couleur, parce que vous allez le faire avec 2 couleurs différentes. Avec une autre couleur, vous allez colorier les zones supplémentaires avec aussi le niveau de satisfaction que vous aimeriez atteindre pour les domaines de votre vie qui ne vous satisfont pas suffisamment, mais qui sont malgré tout prioritaires. Hein, tout le monde n'a pas les mêmes priorités, donc vous allez peut-être, par rapport à votre roue bilan, vous dire « Ah non, mais c'est pas possible, je peux pas être à 1 sur le domaine de la santé ou de l'énergie. La santé, ça peut être aussi l'énergie. Je n'ai pas beaucoup d'énergie, je me sens pas suffisamment en forme, etc. J'ai pris 5 kilos pendant le confinement ou j'ai pas suffisamment de loisirs. » Bref, vous allez en choisir, vous allez voir les domaines de votre vie qui sont les plus bas et vous allez colorier le gap dans une autre couleur. Ce qui fait que vous allez avoir, par exemple, une roue idéale qui peut être comme ça. Tiens, la santé n'était pas géniale, je veux vraiment qu'elle arrive à 9 ou 10. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et vous allez choisir 3 domaines maxi à améliorer et vous allez noter, toujours là-dessus, sur ce document que vous aurez là, noter vos actions à mettre en place avec un délai. C'est vraiment important à un moment donné de vous poser. Moi, je l'ai fait après le confinement, je me suis aperçue qu'il y avait des choses, et même ça nous permet aussi de nous réjouir de certaines choses qui vont bien. Parce que quelquefois, on peut avoir un état d'esprit négatif. Et puis, quand on fait un bilan écrit et quand on note les 8 domaines, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si mal que ça. Et puis, il y en a certains qui vont pas très bien. Donc, on va essayer de trouver quel petit pas, quelle action je peux mettre en place pour ça. Et effectivement, voir à quoi ressemble ma nouvelle roue idéale. Est-ce qu'elle est en accord avec mes rêves, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi? On est toujours sur ce qui est important pour moi. Pourquoi je me lève tous les matins? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont les valeurs importantes? Est-ce que j'ai intégré ce que j'avais envie de privilégier à partir de maintenant? Par exemple, mes nouvelles habitudes, ça c'est important. Quelles actions est-ce que je vais devoir mettre en place? Et dans quel délai? C'est important de se fixer un délai parce que quand on ne se fixe pas de délai, on ne met pas en place, clairement. Voilà. Alors, en conclusion, il est donc je vous invite vraiment à utiliser ce document et à le faire chez vous. Il est donc de la responsabilité de chacun de s'impliquer dans un retour au bureau pour y mener le mode de vie souhaité. Profitez de cette période où on est un peu encore en transition, même si certains sont retournés au bureau, peut-être que certains ne sont pas retournés totalement au bureau. Peut-être que vous êtes retournés totalement au bureau, mais que vous êtes encore évidemment empreint de cette situation que vous avez vécue. Et puis, il y a les vacances, là, maintenant. Il y a une période juillet-août qui est particulière. Peut-être que certains sont encore en télétravail. En tout cas, je connais beaucoup de salariés qui sont encore en télétravail. Donc, profitez de cette période-là pour faire ce travail-là, cette roue bilan et votre roue idéale. Et c'est vraiment de votre responsabilité d'intégrer éventuellement les bonnes habitudes que vous avez pu prendre et qui vous conviennent. Ou en tout cas, ce qui est important pour vous. On a Manol qui nous dit que c'est super, que c'était vraiment que c'est très bien. Super. Alors, sachez que ne pas s'impliquer, c'est aussi permettre à d'autres de le faire à votre place, de le faire pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous impliquer et de vous responsabiliser par rapport à votre vie, à vous, parce que sinon, vous laissez le choix à l'autre. Puisque tu ne t'impliques pas et puisque tu ne me donnes pas tes besoins, puisque tu ne m'exprimes pas tes besoins, on va considérer qu'on n'en a pas. Donc, il y en a d'autres qui vont les exprimer pour vous. Et après, vous ne pourrez pas dire « ça ne me convient pas ». Enfin, si, vous le subirez. Voilà, parce que vous pourriez ne pas aimer leur conception de l'équilibre. Si vous ne parlez pas de votre équilibre, si vous ne partagez pas avec les autres ce qui est important pour vous, effectivement, vous risquez de subir les choses ensuite. Écoute, flexibilité, équité sont des notions importantes à utiliser à tous les niveaux de l'entreprise pour le bien-être de l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est important d'être dans l'écoute, dans la flexibilité. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions que vous et on peut ne pas être d'accord. Et c'est pas grave. Et c'est tant mieux.
Et c'est tant mieux, exactement. Et si vous voulez aller plus loin, dans le mémo qu'on va vous envoyer par mail, vous avez voilà, 3 livres que je trouve intéressants. Les 3 kiffs par jour, Florence Servan-Schreiber. Cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est sur la communication non violente. C'est Thomas Dansembourg, c'est fait avec beaucoup d'humour, et c'est les besoins, les sentiments, tout ce que je vous ai dit au tout début. Donc lisez-le, il a beaucoup d'humour. Il fait aussi des vidéos sur YouTube. Power Patate, c'est aussi nos super pouvoirs, ce qu'on a comme super pouvoir, et on en a. Florence Servan-Schreiber également, le site de la cohérence cardiaque, et puis des vidéos sur YouTube sur des relaxations. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. 5 minutes. Très exactement. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais revenir en vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des moments ou jamais. Ou des commentaires, voilà. Est-ce qu'on peut vous demander quel métier vous occupez pour que ça nous donne un ordre d'idée? Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités selon les métiers. C'est vrai. Selon qu'on soit dans du tertiaire ou dans d'autres secteurs d'activité comme le bâtiment, enfin, ça veut dire dans la restauration, c'est comme on n'a pas du tout le même quotidien aujourd'hui. Enfin déjà, initialement. Donc là, on a même qui dit responsable entité des achats, d'accord. Okay. Merci Mylène. Et alors j'attends pour le reste, parce que je trouve que c'est toujours très clair. Merci. Gabriela qui nous remercie. Merci Mylène, merci Gabriela. Participation, c'était vraiment agréable en tout cas. L'agent d'accueil pour Gabriela, auditeur interne pour Madone. Ah oui, c'est vraiment des métiers très différents. Très différents, ouais. Alors tout à l'heure j'ai vu passer ça c'est pour l'open space. Je sais pas ce que c'était exactement, mais c'était sur le télétravail. En fait, le lien, en fait, c'est vrai que l'open space, c'est limite, je pense. Enfin, je sais pas, Manol, dites-nous, parce que je crois que c'est vous qui aviez dit ça. Alors, le lien et la communication non violente, ce que je vous ai proposé tout à l'heure en première partie, la communication non violente, c'est à tous les moments, pour tout le monde, que ce soit en télétravail, pas en télétravail, que ce soit en famille, entre collègues, entre amis, ça marche tout le temps. Vous l'avez certainement vu, des moments où vous avez certainement vu des moments où vous avez des personnes qui ne vous écoutent pas, vous êtes en train de parler de vous et elles vont vous parler d'elles. Ça se voit aussi avec nos propres amis. Donc, c'est toute cette communication non violente, essayez de la regarder en détail avec le livre de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Il l'explique très très bien et avec encore une fois beaucoup d'humour et ça vous donne vraiment des clés pour apprendre à vous exprimer de façon authentique et non violente. Parce qu'il y a des moments où on se dit, bah oui, mais moi je suis authentique, je dis les choses et je les dis franco. Oui, mais ça peut être violent. On ne reçoit pas tous les messages de la même façon. Et puis, c'est pas parce qu'on est cash qu'on est authentique. Être cash, ça ne veut pas dire être authentique, ça peut vouloir dire être un peu violent. Violent, entre guillemets, bien évidemment. Bien sûr. Bon, bah écoute, allez, on arrive à la fin. Ouais. Donc on va vous remercier pour votre participation. C'était vraiment très interactif. Super. On va vous envoyer la présentation de Valérie si vous la souhaitez. En fait, il y a un mémo qui est mieux que la présentation. C'est le mémo qui retrace tout. Si tu l'as pas reçu, je vais te l'envoyer. Comme ça, tu pourras la passer participant. Et comme ça, vraiment, vous avez tout ce que j'ai dit de façon regroupée, de façon succincte. Alors, juste Gabrielle, les derniers retours, qui nous dit « Depuis janvier, j'essaie de parler de plus en plus en positif, moins en phrases négatives. Mais comme je ne peux pas, plutôt, je vais essayer de. » C'est pas mal, déjà. Toujours, vous savez, Gabrielle, on dit toujours qu'il faut se donner des objectifs atteignables. Exactement. C'est la technique des petits pas. On commence par petits pas, mais l'essentiel, c'est que petit à petit, on avance. Voilà. Donc, effectivement, les objectifs SMART, c'est les objectifs atteignables. Donc, essayez, oui. Mais vous allez voir, vous allez y arriver. Bon, bah, nickel, d'accord. Bon, en tout cas, merci à vous tous. On vous souhaite un bon appétit et puis on essaie de se revoir sur un prochain webinaire avec grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci.